Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, ça va. Merci de poser la question. Et comme d'habitude, on fait un petit coucou à tous nos petits amis du chat, toujours aussi actifs et présents. Ça fait énormément plaisir. Donc sans transition, on est reparti sur notre classe report. Donc ceci est la suite directe de l'épisode précédent où on a vu comment encapsuler la logique d'une structure de données externe grâce à struct en Ruby. Et donc on est parti aujourd'hui. Pourquoi faire? Pour découper un petit peu cette fonction print afin de répondre un principe de design, encore une fois, toujours du single responsibility, qui veut donc qu'une classe ou qu'une fonction ne gère qu'une seule logique à la fois. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que la fonction print ne répond pas à ce prérequis-là ou à cette règle-là? Eh bien, parce qu'il fait déjà plusieurs choses. On peut le voir assez évidemment, juste sur la structure du code, on voit qu'il y a déjà deux séparations. Donc on a un bout de logique qui permet de récupérer les événements entre deux dates, et ensuite une logique qui permet d'afficher pour chacun de ces événements le format d'impression qu'on voulait. Donc, déjà à ce niveau-là, on s'aperçoit qu'on gère plusieurs logiques. Donc quelque chose qui devrait être, selon moi, automatique, c'est quand vous voyez que vous avez une variable comme ça qui sert à enregistrer un résultat temporaire de calcul, comme ce qui est exactement le cas ici. Moi, je pense que ça, on devrait tout le temps le transformer en méthode. Pourquoi est-ce qu'on devrait tout le temps le transformer en méthode? Parce que potentiellement, ce bout de code-là peut être intéressant dans d'autres contextes que juste celui de cette méthode-là, print. Ça pourra toujours être intéressant, donc ça améliore un petit peu la réutilisabilité de notre code. Et toujours cette anticipation au changement, si jamais on en a besoin, de la même logique dans un autre contexte. Et puis, également, ça va un petit peu clarifier chaque fonction. Une fonction qui est plus courte va être plus simple à lire. Et ben ouais. Et encore là, c'était relativement clair puisque on a mis une variable donc qui nomme un petit peu la logique à ce niveau-là. On aurait très bien pu chaîner en fait le résultat et juste ne pas mettre de nom de variable et faire quelque chose d'absolument horrible comme ça. Je vous garantis que ça marche, hein. Regardez. Eh ouais, non, il n'y a pas d'erreur d'exécution, ça marche complètement. Mais là, on est dans un fatras complètement insensé. Donc, on nomme un bout de logique, autant le nommer explicitement dans une méthode. Donc, c'est ce qu'on va faire directement. Def, hop, on reprend le nom de la variable et on injecte toute la logique. De quoi est-ce qu'on a besoin dans cette méthode? Ah, j'ai un problème de... Oh là, d'accord, très bien. De quoi est-ce qu'on a besoin? Donc, je disais, dans cette méthode, on a besoin du start date et du end date, d'accord? Donc, qui viennent de cet endroit-là. Donc, hop, start date, end date, et ici, on a juste besoin d'appeler events within that range, start date, end date, et on continue notre logique. Là j'ai mis un petit sort by. Je sais pas trop forcément quoi en faire. Pour l'instant, on va rester comme ça, on va le laisser là. Et on va s'occuper de ce qu'il y a dans ces itérations. De la même façon, ce que je vous disais, quand vous avez une variable qui permet de stocker, d'enregistrer un résultat temporaire d'un calcul que vous pouvez sortir, et qu'à mon avis ça devrait être assez automatique de sortir ce genre de calcul dans une méthode.
je pense que dès que vous avez un itérateur, le contenu de l'itérateur en fait pourrait également être sorti dans une méthode d'instance de l'objet que vous utilisez. Par exemple, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que on va chercher à savoir si un événement est compris entre deux dates. D'accord? Cette logique-là, ici, en fait, devrait pas être gérée au niveau d'une série d'événements, comme c'est fait ici. Ici, on a donc tous les événements, on fait notre itérateur, et on va calculer à chaque fois et externaliser en fait une logique qui est propre à un objet événement, une instance d'un événement. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette logique-là, on va la déplacer dans une méthode d'instance d'un événement. Donc on pourrait dire, ce qu'on peut faire assez facilement dans le struct, en fait, dans le struct.new, vous pouvez passer un bloc en argument qui va vous permettre de définir des méthodes sur cette structure. Donc là, ça se rapproche vraiment de plus en plus de la création d'une vraie classe. Hein. C'est assez terrifiant. C'est assez terrifiant, mais pour l'instant, on va rester encore comme ça quelques temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est within that range, point d'interrogation, start date, end date, et on va déplacer donc toute cette logique à l'intérieur d'un événement. Du coup, on n'a plus besoin de event ici, puisque date et va être bindé sur self. Hop, on a changé notre logique. Ici, on a juste besoin de dire if event.within that range start date end date. Donc vous allez me dire là pour l'instant les découpes c'est peut-être bien joli, mais j'ai l'impression que ça nous rajoute du travail en plus, puisque on a à chaque fois besoin de faire transiter tous ces arguments là, ce qui est relativement pénible. Et je pourrais pas vous contredire aujourd'hui, parce que je suis plutôt d'accord. En partie, en fait, je suis en partie d'accord. Aujourd'hui, au jour le jour, c'est pénible. Et donc, faire ce travail-là à l'avance peut être contestable. Faire ce travail-là à l'avance va vous permettre, en fait, de séparer donc plusieurs zones de logique. C'est-à-dire, ça va améliorer la réutilisabilité de vos structures, de vos fonctions, de vos classes. C'est-à-dire que là, le event within that range, aujourd'hui, maintenant, grâce à ce découpage que j'ai fait, je peux l'utiliser dans un autre contexte que uniquement le contexte de la fonction print. Et ça, c'est un point extrêmement positif. Et également, savoir si un événement se positionne entre deux dates, potentiellement, je peux en avoir besoin ailleurs ou uniquement pour une seule instance que uniquement pour un map d'instance à l'intérieur de cette méthode-là. Donc, de la même façon, on gagne en réutilisabilité. Du coup, un développeur qui va passer derrière va pouvoir réutiliser directement ces fonctions sans avoir besoin de regarder tout le code déjà existant, d'identifier toutes les parties de logique et de dire ah oui mais ça je me souviens, on a déjà un bout qui a été fait dans la fonction print pour récupérer tous les événements entre deux dates. Je vais, maintenant que j'en ai besoin une seconde fois, la sortir parce que en fait il faut se souvenir qu'on l'a déjà fait et c'est pas forcément évident. Si on a une méthode explicite qui porte un nom, c'est déjà beaucoup plus facile de lire les méthodes disponibles sur une classe et de voir qu'est-ce qui a déjà été fait ou pas.
Ça, c'est un premier point positif, donc qui est surtout en fait sur de la mémoire et sur du travail en équipe avec plusieurs développeurs où chacun ne connaît pas par cœur toute l'application. Sur des grosses applications, c'est impossible de faire sans ça. Il y a aussi une seconde partie qui m'intéresse un petit peu plus et que je trouve beaucoup plus forte, un argument beaucoup plus fort à ce niveau-là, c'est que on va pouvoir, étant donné qu'on sépare un bout de logique, on va pouvoir nommer ce bout de logique. C'est-à-dire que ce code-là, bon, est encore relativement simple, mais quand on voit tout ce bout de code-là, on ne sait pas forcément immédiatement, en le regardant, à quoi est-ce qu'il correspond. Maintenant qu'on a un nom de méthode pour expliquer, pour nommer en fait un bout de logique, eh bien le code devient beaucoup plus lisible sur l'appel. Ici, je comprends directement ce que veut faire le développeur et j'ai pas besoin, par exemple, si peut-être j'avais eu besoin de mettre des commentaires ou des choses comme ça. Pour moi, un bon code est un code qui n'est pas commenté et qui n'est pas commenté parce qu'il est suffisamment clair et lisible de par lui-même en fait. Et ça, donc, c'est quelque chose que j'apprécie également dans le travail de découper les fonctions. Également, on a aussi un principe le principe donc de single responsibility, qui est de dire, en fait, repérer si les événements, si un événement en tant que tel est, est inclus en fait entre deux dates, c'est passé entre deux dates, ça devrait pas être la responsabilité de cette classe report, ça devrait être la responsabilité d'un événement, d'accord. Donc c'est aussi pour mieux localiser votre logique et dire quel bout de logique est lié à quel type d'objet et à quel type de représentation physique est-ce que je me fie. Comme quand j'ai une voiture et un moteur, qu'est-ce qui consomme de l'essence? C'est le moteur, c'est pas directement la voiture. Donc cette logique-là, même si on pourrait la localiser dans une voiture, il est plus logique et il est plus sain de la localiser dans un moteur. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Le fait de savoir si un événement s'est passé entre deux dates, c'est lié à un événement et c'est pas lié à notre classe rapport. Voilà pour ça. Donc on va rapidement continuer là-dessus. Enfin non, on va pas rapidement continuer. On va rapidement continuer là-dessus. De même à ce niveau-là, la classe print qui affiche donc un événement. Toute cette logique-là, la logique d'afficher un événement, elle devrait être dans un événement et ne devrait pas être encore une fois dans notre classe report. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une méthode print sur laquelle on va juste déplacer, d'accord, notre logique. Et donc là, on va faire juste event.print. Et donc on sait que la logique qui sert à afficher un événement est localisée dans notre classe événement. C'est mieux réutilisable, c'est plus clair parce que c'est mieux nommé, et donc chaque partie de logique aussi est placée à l'endroit où il doit être, et pas dans une espèce de classe report qui gère plusieurs parties de logique, y compris celles qu'il ne devrait pas gérer, qui ne lui est pas directement liée. Ça, c'est le principe de single responsibility. Donc maintenant qu'on a fait ça, et on vérifie bien sûr que tout fonctionne à merveille, bien entendu que non, qu'est-ce qui s'est passé? Print, undefined, local, en méthode event, pourquoi? Ah oui, mais bien sûr, j'appelle event là-dessus alors que c'est self. Mongoloman, ça me fait extrêmement marrer cette expression, mongoloman. Mongoloman. Très bien. Je voulais vraiment partager ça avec vous. Ça me fait chaud au cœur. Ok, donc tout fonctionne à merveille. C'est excellent.
C'est vraiment, alors là, mouah, c'est bellissimo, hein. Voilà, ce qu'on a fait là, ça n'a pas de prix, et moi je vous invite bien entendu à essayer de raccourcir à chaque fois vos fonctions en les découpant le plus possible. Je vous garantis qu'avoir plus de fonctions que ce que vous pensez nécessaire, ça vous épargnera de la duplication de code, et ça invitera également les autres développeurs de votre équipe à suivre ce modèle-là. Il faut savoir que un type de code, chaque codeur a une façon de coder plus ou moins sienne, plus ou moins propre, plus ou moins personnelle, et un style de code va influencer les autres développeurs sur une application. Et donc, si vous prenez l'habitude de séparer vos fonctions, les autres développeurs prendront également l'habitude de séparer vos fonctions. Si vous faites un seul bloc, les autres développeurs prendront l'habitude de faire un seul bloc, par influence en fait, tout simplement. Et donc, si vous vous retrouvez avec une application qui a des masses de blocs successifs comme ça sur ces méthodes, je vous garantis que sans vous apercevoir, à un moment, vous ferez du code duplication. Vous ferez de la duplication sans vous en rendre compte. Vous ferez des choses en trop. Et le jour où vous voudrez refactorer tout ça, si jamais un jour vous voulez refactorer tout ça, si vous trouvez que c'est trop pénible parce que chaque changement est devenu une horreur, eh bien je vous garantis que vous allez y passer un certain temps. Et ça, je parle d'expérience, hein, vraiment. Ça, c'est quelque chose qui m'est pas inconnu. Le refactoring de l'enfer, parce que ça fait 1000 ans qu'on n'a absolument pas respecté les principes de design et qu'on a fait des fonctions pataquès parce qu'on pensait n'en avoir besoin qu'une seule fois pour toute notre vie. Ce qui n'est bien entendu jamais le cas, hein. Cette fonction d'impression, pourquoi est-ce que je ne voudrais pas un jour imprimer qu'un seul événement et ne pas imprimer des dizaines d'événements entre deux dates? Ah oui, pourquoi? Voilà, ça n'a vraiment aucun sens. Bon, cette fonction pourrait également encore faire l'objet d'une duplication un petit peu plus claire, c'est-à-dire que là, on a une fonction print bon, en fait, ce que j'allais dire, mais ce qu'on fera pas, c'est que cette fonction print aujourd'hui a encore deux responsabilités, on va dire. Elle a celle de sélectionner les événements entre deux dates, puis celle d'imprimer nos événements. En fait, ce qu'on aurait pu faire, c'est renommer cette fonction en quelque chose qui serait print within that range, et ensuite une autre fonction print. Donc la fonction print ne se chargerait que de cette petite boucle d'itération là, et la fonction print within that range se chargerait d'appeler print avec cette collection d'événements. Voilà. Mais c'est pas ce qu'on fera. On va pas faire ça aujourd'hui parce que bien pour le coup, ça nous fait changer en fait tous nos appels si on veut renommer cette fonction. Et donc là, étant donné qu'on rentre dans du refactoring et pas de la création à l'unité, ça veut dire qu'on doit changer tous nos appels, et le gain aujourd'hui de faire cette modification est trop lourd et ne va pas nous faire gagner quelque chose par rapport à le faire plus tard. Donc j'imagine qu'on va en rester là pour l'instant. On va peut-être un petit peu plus se focus là-dessus, et surtout se focus sur justement ces deux arguments qu'on a passés tout au long de notre série. Tout au long du temps, on a passé ces deux arguments, start date et end date, qui sont des arguments fortement couplés. Sont des arguments fortement couplés. Je me demande si l'épisode est très long ou pas déjà, et si je vais avoir le temps de faire ça. On va dire que non. On va dire qu'on va faire une petite pause, une petite page de publicité, 1 minute 30, et on se retrouve dans la vidéo qui suit.
Donc je vous attends dans 1 minute 30 pour parler de start date et end date et comment justement on va utiliser struct, puisque c'était quand même le point le plus important enfin le point central, je vais dire, de ces épisodes, d'utiliser struct pour nous simplifier la vie à ce niveau-là, avec ces deux arguments fortement couplés, start date et end date. On se retrouve dans 1 minute 30, à tout à l'heure, je vous fais des bisous, à tout de suite.